monde, ça me fait plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. Attendez, on va mettre ça là. Donc, écoutez, ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que, dans le fond, je suis dans mon alma mater. Vous savez peut-être, j'ai étudié à l'Université de Montréal et c'est avec vraiment un grand plaisir que j'y reviens. C'est entre autres ici, dans le fond, lors de mes années ici, que mon intérêt pour les questions sociales et politiques s'est développé. C'est comme présidente de l'association des étudiants en droit de l'Université de Montréal que j'ai commencé à me préoccuper des enjeux touchant les jeunes. Et puis par la suite, j'ai cofondé Génération d'idées, que vous connaissez peut-être, qui est un groupe qui vise à inciter les gens âgés entre 25 et 35 ans à s'impliquer dans le débat public. En juin dernier, j'ai choisi de poursuivre mon engagement de façon beaucoup plus proactive en devenant candidate à la mairie de Montréal. On peut donc dire que c'est sur vos bancs d'école qu'a commencé mon aventure politique et j'en suis vraiment très fière. J'ai toujours dit que la principale force de Montréal est en même temps ce qui lui donne son caractère unique en Amérique du Nord. Montréal est une ville stimulante en même temps que brillante parce que ses habitants ont choisi il y a déjà longtemps d'en faire le reflet de ce qui se passe de mieux à travers le monde. Montréal, c'est une ville de culture, de bonne bouffe, du nightlife et des parcs chaleureux en milieu urbain. Montréal, c'est aussi la ville des jeunes et de l'expertise technologique. Le Grand Montréal se classe premier au Canada pour le pourcentage d'emplois en haute technologie. Il est premier au chapitre des diplômes universitaires qui sont décernés et pour le nombre de ses chercheurs universitaires. Premier pour les sommes qui sont investies pour la recherche universitaire. Il est premier encore pour le nombre de ses centres de recherche à but non lucratif. C'est tout un potentiel que la prochaine génération à l'Hôtel de Ville aura entre les mains pour autant qu'elle parvienne à casser la culture du patronage et du scandale qu'a freiné ses vrais artisans. C'est ce Montréal politique que l'on doit transformer et c'est pour m'assurer d'entamer la construction de ce Montréal-là que je me suis lancée dans l'aventure de briguer la mairie. Je suis celle qui croit qu'il faut miser sur les forces de Montréal qu'on aime pour construire le Montréal des prochaines années. Nous voulons faire de Montréal la ville ayant la meilleure qualité de vie à travers le monde d'ici 2021. Le Montréal que je vois en 2021 sera un espace où on aura réussi à créer une synergie entre les créateurs, les intellectuels et les décideurs. Nous construirons ensemble un Montréal plus convivial, plus vibrant, plus festif et plus vert aussi. Il existe une réalité incontournable, la vitalité d'une ville est étroitement dépendante de la qualité de vie qui est offerte. C'est pourquoi le vrai changement pour Montréal, notre parti, veut développer ces espaces verts pour multiplier ces îlots de fraîcheur, mais aussi pour en faire des endroits plus chaleureux et sécuritaires pour les familles comme pour les visiteurs. Nous planterons pas moins de 300 000 arbres durant nos 2 premiers mandats. C'est un changement considérable quand on pense que les terres publiques de Montréal comptent actuellement un peu plus d'1 million d'arbres. Nous voulons multiplier les jardins communautaires et il y aura beaucoup plus de parcs de proximité. Ils seront adaptés aux enfants, mais aussi aux gens à mobilité réduite pour que ces arbres fassent partie du quotidien de chaque Montréalais. Les Montréalais doivent également avoir facilement accès et rapidement à leurs berges. Ils auront accès à des nouveaux bassins de baignade urbaines dans le Vieux-Port, comme ceux qui ont contribué à faire la renommée des grandes villes comme Copenhague. Ils auront accès à des plages à Huntsic, à La Salle, en plus de celles déjà prévues à Pointe-aux-Trembles. Cette qualité de vie, les Montréalais doivent pouvoir en profiter toute leur vie. Nous voulons garder 30 000 familles qui autrement auraient quitté pour la banlieue. Les propriétés seront plus facilement accessibles et mieux adaptées aux familles. Dans quelques années, quand vous aurez votre place sur le marché du travail, vous pourrez profiter de ces mesures et fonder une famille sans pour autant devoir vous exiler vers la banlieue. Nous verrons aussi à multiplier les logements abordables, les infrastructures sportives et culturelles et à revoir le transport scolaire pour l'adapter aux besoins actuels des familles. Nous investirons dans l'entrepreneuriat social. Les intervenants sociaux et les groupes communautaires qui ont déjà fait leurs preuves pour améliorer la qualité de vie des moins nantis, je pense par exemple au comptoir alimentaire Drummond ou encore à Habitat pour l'humanité, seront également de véritables partenaires de notre administration. Ces intervenants, grâce à leur expertise, contribueront à créer avec Montréal une dynamique qui offrira un meilleur quotidien aux moins nantis et à procurer davantage de toits. À la clé, nous réduirons concrètement l'itinérance et procurerons des logements aux familles démunies.
Nous augmenterons les inspections et appliquerons les règlements pour offrir des logements salubres pour les familles, mais aussi pour les étudiants. Nous voulons modifier les habitudes de vie des Montréalais en dynamisant les artères commerciales et en les rendant beaucoup plus conviviales et plus accessibles dans tous les quartiers de Montréal. Les Montréalais s'y rendront facilement et de façon beaucoup plus sécuritaire à pied ou à vélo. Des grands projets de circulation piétonnière, comme celui de la rue Sainte-Catherine dans le quartier des spectacles, contribueront à bonifier l'attrait festif de notre ville. Et ce volet sera encadré par une charte de la vie nocturne, comme à Barcelone, comme à Toronto, qui assurera que notre développement s'harmonise conformément à chacun des milieux de vie. Je souhaite intégrer l'art ainsi que les technologies afin d'en faire un réel enjeu du développement des espaces urbains. Nous allons colorer Montréal et nous réapproprier l'espace public en favorisant globalement l'art mural et en valorisant le patrimoine de Montréal par des projections et des murales. Chaque plan d'urbanisme, je sais qu'il y a des urbanistes ici, là, peut-être vous êtes là, juste devant moi. Chaque plan d'urbanisme devra dorénavant intégrer l'art public. Le tout sous la supervision d'un conservateur en chef qui veillera à ce que les espaces publics soient un lieu de diffusion de l'art et de la culture. On aura accès au parc Jean-Drapeau pour des concerts et des festivals de calibre mondial, comme à Chiaga, été et oui, comme hiver. Et d'ailleurs, les sites à fort potentiel comme celui du silo numéro 5 sur la pointe du Moulet, dans le Vieux-Port, seront remis au service des Montréalais. Le vrai changement pour Montréal compte y développer un projet innovateur, un lieu de projection par et pour les citoyens. Le bâtiment sera mis à contribution comme une gigantesque toile. Les gens seront appelés à soumettre leurs vidéos sur cet écran géant, formidable nouveau YouTube. Enfin, tous ces projets seront largement favorisés par un réseau de transport plus sécuritaire, plus écologique et plus convivial. Je sais que le transport collectif est une des préoccupations des étudiants. On en a parlé d'ailleurs cet été quand la FECUM est venue me rencontrer. D'ailleurs, c'est une importante, c'est au cœur même de nos 10 actions que nous avons présentées aux Montréalais. Quand j'ai rencontré, dans le fond, les gars cet été de la FECUM, je me suis engagée à élargir le tarif étudiant de la STM à tous les étudiants à temps plein, peu importe l'âge. Alors, nous avons également un très grand projet en matière de transport collectif que j'aimerais vous parler. Il s'agit, peut-être que vous en avez entendu parler, d'un SRB, d'un système rapide par bus, 130 km à travers Montréal, complémentaire au métro. 130 km de corridors distinctifs desservis par des autobus articulés et climatisés, un peu comme à Bogota, Mexico, Paris et Cleveland. Des véhicules circulant à haute vitesse sur des voies exclusives, entre un nombre limité de stations fermées, sécuritaires, accessibles et équipées de bornes de paiement et de systèmes d'information en temps réel. C'est un peu comme un métro de surface. C'est un outil qui aura un effet concret et immédiat pour décongestionner nos voies de transport, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et bien sûr préserver la qualité de notre air. C'est un moyen également de faciliter le développement des nouveaux quartiers en s'assurant que les différents sites de la ville soient rapidement accessibles. Pour réussir à mettre en œuvre ces mesures et faire de Montréal la ville avec la meilleure qualité de vie d'ici 2021, nous devons d'abord rétablir la confiance des Montréalais en notre ville. Pour y arriver, il faut rompre avec les vieilles habitudes et les vieilles routines. Bousculer le vieux confort dans lequel se complaisent les vieux policiers et leur vieille façon de faire. Parce qu'ils n'ont ni la motivation, ni l'intérêt de changer les choses. Il faut laisser entrer de l'air frais à l'hôtel de ville. Il nous faut du sang neuf. Pas besoin d'être un policier professionnel pour être maire de Montréal. Dans le contexte actuel, j'ai presque le goût de vous dire bien au contraire. On ne peut pas appliquer les mêmes solutions et espérer des résultats différents. Denis Coderre nous propose de ramener l'équipe Tremblay-Zampigneau par la porte en arrière, les mêmes gens qui pratiquent la vieille politique et nous ont donné le triste spectacle de la commission Charbonneau. Nous avons besoin d'un vrai changement. C'est notre responsabilité collective d'assurer ce changement. Les vieux politiciens comptent sur le fait que les jeunes ne votent pas aux élections municipales. Montréal est la ville la plus jeune au Québec. Montréal est la deuxième ville la plus jeune au Canada après Calgary. Les jeunes Montréalais peuvent décider d'avoir un impact concret sur notre ville. Ils n'ont pas le luxe de rester silencieux. Le premier changement devrait d'aller voter le 3 novembre. Et voter,
pour amener du vrai changement à l'hôtel de ville. Merci. D'abord, vous avez déjà parlé du tarif réduit pour tous les étudiants. Par rapport au prolongement des heures d'ouverture de la ligne bleue, on sait que la ligne bleue ferme plus tôt aujourd'hui. Est-ce que vous avez des propositions à faire à ce niveau-là? Bien, c'est sûr, il y a deux choses. On arrive avec un système rapide par bus, un SRV à travers la ville de Montréal. Donc, les gens qui sont à Rivière-des-Prairies, à Pierrefonds, La Salle, La Chine vont vraiment pouvoir se connecter plus facilement au centre de Montréal, puis les gens, dans le fond, qui habitent le centre de Montréal vont pouvoir se rendre à leur pôle d'emploi. Par exemple, si vous avez des stages à faire à l'extérieur du centre, que ce soit à Ville-Saint-Laurent, Anjou, ça va être plus facile pour vous. Donc, dans la mesure aussi où on investit dans un SRV de 130 km, ce qui arrive, c'est qu'on peut densifier davantage le territoire et amener plus de personnes sur la ligne bleue. Et là, on va pouvoir regarder à étendre les heures d'ouverture de la ligne bleue. Parce que la réalité, c'est que présentement, ça coûte très cher pour le nombre de personnes qui l'utilisent. J'ai répondu à ta question? Oui, super. Puis sur le règlement municipal P6 aussi, on aimerait vous entendre. Oui. Dans le fond, nous, on arrive avec deux choses. Moi, je suis en faveur du fait qu'on donne l'itinéraire d'avance. Pourquoi? Parce que c'est une question de faire un équilibre entre l'utilisation de l'espace public par les citoyens de façon générale et l'exercice de la liberté d'expression de la part des manifestants. Donc ça, c'est la première chose. Ceci dit, moi, je suis contre l'interdiction du port du masque. Je trouve le code criminel s'en charge déjà. Et je suis contre le fait de donner des amendes très salées avec une parfois trop grande discrétion de la part des policiers. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on a passé déjà plusieurs éléments de notre plateforme. Je vais donc laisser des questions à la salle maintenant pour le reste de la période. Et je vous invite à participer, à poser des questions. Ça va me faire plaisir de répondre. Il y a deux micros, donc un là et un à ma droite. Bonjour, madame Julie. J'aimerais savoir, au sujet du centre de compostage de Saint-Michel, vous avez changé votre opinion il y a quelques semaines. Et en plus, j'aimerais savoir quel est votre plan concernant la gestion des déchets résiduels sur l'île de Montréal. Merci. Oui, bonne question. Moi, je suis une personne très pragmatique. C'est sûr que j'étais frustrée quand j'ai vu que, justement, le centre de compostage, il y avait vraiment un virement de situation, que les élus qui avaient été en faveur, tout à coup, en campagne électorale, arrivaient et étaient contre. Ceci dit, Québec est arrivé, le ministère de l'Environnement a dit on n'émettra pas le permis. Donc, dans les circonstances, il y a 4 sites qui ont été identifiés au niveau de la biométhanisation et de la gestion des déchets et du compostage. Alors, on sait déjà qu'il y a un site proche de la carrière d'Emix, en fait, dans Montréal-Est, où il va y avoir un biodigesteur, donc vraiment où on va traiter les déchets verts. Alors nous, on s'est dit, ben OK, parfait. Pourquoi pas mettre le centre de compostage à côté du biodigesteur? Parce que ça fait en sorte qu'on va enlever des camions qui seraient autrement déjà sur les routes, parce que si le centre de compostage est à Saint-Michel et le biodigesteur est à Montréal-Est, ça fait en sorte qu'il y a un camion par demi-heure qui passe sur l'autoroute 40 et dans les rues résidentielles de Saint-Michel, et on fait plus d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, on va juste être cohérent, on va arriver, puis on va mettre les deux, dans le fond, les deux installations, une à côté de l'autre. Est-ce que je réponds à votre question? D'abord, bravo pour votre présentation. Merci. Moi, j'ai une question surtout par rapport à votre système de SRV assez ambitieux. C'est surtout par rapport à toute la question de l'électrification qui est imposée en ce moment par le gouvernement. Est-ce que vous avez pensé vers quelle avenue, comment vous allez lier avec le développement du SRV, quel type de SRV électrique on va utiliser? Est-ce que vous avez déjà exploré l'avenue? C'est une bonne question. Deux choses. Okay? On le sait, le rapport du GIEC, du groupe intergouvernemental dans le Fonds d'experts sur le climat, est sorti il y a à peine un mois. Il y a urgence d'agir au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Il faut trouver une solution pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, et ce, de façon collective à travers le monde. Donc, ce qu'on a fait, nous, on est arrivé avec une solution très concrète de SRV, et puis l'objectif, c'est d'arriver dans notre premier mandat avec 62 km. Si la technologie existe, on va en prendre des bus électriques.
Mais si la technologie n'existe pas ou elle n'est pas assez fiable, ce qu'on va faire, au moment justement de développer des lignes, on va s'assurer de filer, de passer dans le fond le filage électrique pour s'assurer de l'arrivée des voitures électriques. Parce que présentement, j'ai discuté déjà avec les gens de la STM, on a travaillé avec Enrique Peñalosa, qui est l'ancien maire de Bogota, qui justement a réalisé un premier SRB à Bogota. Et puis je sais déjà qu'il y a des tentatives d'électrification de SRB en Asie, mais moi, je veux m'assurer qu'il y a une fiabilité. Et en même temps, je veux m'assurer qu'on diminue notre parc automobile à Montréal. Donc, on va faire les lignes. Si il y a la technologie en place, on va avoir des autobus électriques, mais en attendant, on va avoir des autobus, dans le fond, à combustible fossile, tant si longtemps, justement, que la technologie n'est pas disponible. Mais c'est sûr que si cette technologie-là est disponible, si, par exemple, Novabus ou Bombardier sont capables de nous la réaliser, c'est des superbes nouvelles. Ça joue à ça. Est-ce que, par rapport au tracé, est-ce que vous avez déjà un peu pensé à comment vous allez structurer le développement autour des axes pour les SRB? Deux choses, en fait. On est arrivé avec une carte de tout le SRB qui est disponible sur notre site web, qui est vraichangementntl.org. Puis en plus, en fait, nous, notre SRB, c'est une différente vision de l'aménagement de Montréal. On s'est inspiré de ce que Copenhague et Toronto ont fait. Tout leur investissement en transport collectif, c'est leur vision d'aménagement du territoire. Donc, non seulement on a identifié les circuits où ils passaient, mais on a identifié les terrains présentement qui ne sont pas occupés et qui pourraient être densifiés pour amener des nouvelles familles à Montréal. Donc, sur la carte, on a identifié tous ces terrains-là et on amène le SRB. Donc, nos investissements en transport en collectif vont conditionner notre développement du territoire. Tu comprends tout ce que je veux dire? C'est bon. Il y a beaucoup de monde sur l'heure d'intervention. Je vais juste vous inviter à vous limiter à une seule question. Vous pouvez retourner à la fin de la ligne pour poser vos autres questions. Oui, je vais me limiter à une seule question. Par contre, elle est assez complexe quand même. Je suis là en tant que représentant de l'association de physique. Je représente 300 étudiants au bac et au cycle supérieur. Il y a une situation nouvelle qui est émergée particulièrement à l'Université de Montréal, qui est il y a des taxes municipales qui ont commencé à être appliquées sur les locaux étudiants qui sont donnés par l'Université de Montréal. Donc, c'est sûr que pour nous, ces taxes-là ont été appliquées en plus de façon rétroactive. Ça représente 800 $ sur un budget très limité. Puis, ce qu'on a appris par le biais de l'université, c'est que le processus normal est que le provincial verse l'équivalent de 80% des taxes municipales au palier municipal, ce qui fait un gain de 20% pour l'hôtel de ville sur les taxes qui sont récoltées dans les associations étudiantes. C'est sûr que pour nous, c'est une situation extrêmement difficile qui n'avait aucun précédent. On se demandait si, pour vous, c'est une situation qui devrait continuer ou si vous préfériez que ça soit quelque chose qui ne soit pas reproduit dans les années prochaines. C'est quoi ton nom? Étienne Raymond. Étienne, écoute, c'est la première fois qu'on parle de ça. Je trouve ça intéressant. Je ne connais pas le dossier. Fait que, je le sais par ailleurs, je siège au conseil supérieur, je siège au conseil d'administration du musée d'art contemporain, puis on a vécu une situation qui est similaire. Il faudrait que je connaisse davantage le tout, mais une chose est sûre, il y a deux choses. Montréal a un problème de financement. Un problème de financement récurrent, et j'imagine que c'est à cause de ce problème-là, justement, qu'on se retrouve dans des situations comme ça. On est arrivé il y a 2 semaines avec une demande très claire au gouvernement du Québec. D'ailleurs, je me suis assise avec Jean-François Lisée pour en parler. Et puis, c'est important que Montréal diminue sa dépendance aux taxes foncières. Et on est arrivé avec une solution très pragmatique, 0,5% de la TVQ qui est générée sur notre territoire qui va à Montréal. C'est temps que le gouvernement du Québec reconnaisse que Montréal ne peut pas être financé de la même manière que les autres villes au Québec, que ce soit Val-Morin ou Knowlton. Donc, pour nous, on irait chercher 300 millions de plus avec cette taxe-là, ce transfert de taxe-là de la part de Québec. Et peut-être, justement, on serait capable de résoudre des problèmes comme tu le dénotes. Mais mon équipe va en prendre connaissance, puis je vais regarder ça. Merci, Tim. OK, bonjour, Mélanie. Ma question porte au sujet de l'anglicisation de Montréal. Qu'est-ce que vous entendez faire au sujet de l'anglicisation de Montréal, étant donné que les derniers chiffres sont clairs au sujet que le français prend du recul, est en train de reculer à Montréal et que l'anglais s'en prend de plus en plus d'importance? OK, je veux juste comprendre ta question. Tu veux savoir qu'est-ce que je pense de l'état du français? Enfin, qu'est-ce que vous entendez faire dans le dossier d'anglicisation? OK.
Bien, c'est ça, j'ai déjà dit, Montréal est la plus grande ville francophone en Amérique du Nord, la deuxième plus grande ville francophone dans le monde. Et puis, Montréal a un statut francophone et doit demeurer francophone. C'est sûr que s'il y avait des initiatives plus intéressantes qui étaient présentées par le gouvernement du Québec au niveau justement de la francisation des cours de français donnés à nos nouveaux arrivants, ça c'est une bonne chose. Puis si Montréal peut faire en sorte de faciliter, dans le fond, le fait d'offrir ces services-là, ça me ferait plaisir. Moi, j'ai siégé au Conseil supérieur de la langue française. On a émis beaucoup d'avis au niveau justement de la question du français. On a clairement interpellé le gouvernement du Québec pour faire en sorte qu'il y ait plus de cours au niveau de français et que les écoles, notamment les écoles de Montréal, puissent être des bons pôles pour justement offrir ces cours-là, parce que souvent les nouveaux arrivants se retrouvent en contact, c'est peut-être le seul endroit où ils se retrouvent en contact avec leur communauté, parce que les enfants des nouveaux arrivants vont dans ces écoles-là. Mais Montréal, dans le fond, est une ville francophone. Il y a seulement un arrondissement qui est bilingue, qui est Pierrefonds-Roxborough, qui, en vertu de la loi 101, a le droit d'être bilingue. Et puis, dans le fond, il faut s'assurer aussi de retenir nos familles, et puis nos familles francophones. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive avec une opération de 30 000 familles pour s'assurer justement d'avoir des familles francophones à Montréal. Merci. Bonjour, mon nom est Olivier Thériault. Je suis très heureux de pouvoir vous poser une question. Je suis heureux d'avoir reçu ce papier-là, ça me permet de poser ma question. J'ai cru voir dans votre programme que vous comptez offrir une amnistie aux entreprises qui acceptent de changer leurs pratiques et de dédommager les Montréalais pour les actes de collusion et de corruption passés. Fait que ma question, c'est, je vais vous paraphraser, après le triste spectacle de la commission Charbonneau, Montréal, ce ne serait pas mieux que Montréal se distance de ces entreprises au lieu de s'en rapprocher. Pourquoi vous comptez offrir cette amnistie? Il y a deux choses. Nous, on s'est inspiré de ce qui avait été fait ailleurs dans le monde face à de la corruption et de la collusion. Okay? On s'est inspiré de la ville de New York, où Michael Bloomberg est arrivé avec des initiatives de transparence, puis ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions en lien avec ça. Mais l'autre chose, on s'est inspiré d'une ville qui s'appelle Medellín en Colombie, qui était la ville dans le fond des cartels de drogue. Et qu'est-ce qui est arrivé pour vraiment assainir les mœurs de la ville puis s'assurer de reconstruire la ville? Il y a une amnistie qui a été faite avec les entreprises de génie conseil là-bas. Et nous, ce qu'on propose ici, c'est de s'assurer justement qu'on permette à nos entreprises de recommencer à faire affaire avec la ville, mais en échange de deux choses. En échange du fait que, justement, ils remboursent les Montréalais pour les sommes qui leur ont été volées, et puis qu'on change les pratiques de gouvernance et qu'on change la gouvernance. Et pourquoi on veut faire ça? C'est parce que c'est important pour vous qui sont peut-être des diplômés, je ne sais pas s'il y a des diplômés de Polytechnique ici dans la salle, ou des diplômés de McGill ou Concordia, mais c'est important que des gens comme vous et moi puissent avoir des emplois dans le domaine. Et moi, là, le plus gros scandale, ça serait qu'on attire des nouveaux sièges sociaux, que ce soit français ou américains, qui volent, dans le fond, le travail de nos sièges sociaux ici, alors qu'on ne sait pas du tout c'est quoi leur pratique de gouvernance et s'ils ne participent pas à des actes de collusion dans leur propre pays. Alors, nous, on veut s'assurer d'assainir les mœurs, puis en même temps de garder notre expertise pour s'assurer justement que tout le monde ait des emplois, puis en même temps qu'on soit remboursé. Dernier point, moi, je suis avocate, j'ai fait toute la commission Gomery, et puis j'ai participé beaucoup à des négociations justement dans un contexte de règlement. Puis c'est sûr qu'on peut continuer à poursuivre ces entreprises-là, et puis on peut faire en sorte qu'il y ait des procédures judiciaires qui durent des années, et ça se peut très bien que ce soit très difficile pour nous d'avoir accès aux sommes dans le fond qui auraient été volées au Montréalais. C'est pour ça qu'on arrive avec une proposition très pragmatique, d'ailleurs qui a été reprise par le gouvernement, dans le fond, de Mme Marois, parce que justement, quand j'ai rencontré M. Lisée, j'ai parlé de deux choses. J'ai parlé premièrement du fait que, justement, de la question du 0,5% de TVQ, mais j'ai également parlé de la question d'amnistie, parce que Québec prévoit faire une loi dans le fond, d'amnistie avec les entreprises. Puis moi, je me suis dit, c'est pas vrai que, dans le fond, de façon générale, Montréal ne reçoive pas les sommes qui leur sont dues parce que c'est à Montréal qu'on a été volé. C'est bon? Merci.
Bonjour Madame Joly. Salut. Moi, je suis une étudiante en provenance de Québec. Je suis rendue à Montréal parce que mon bac ne se donnait pas à l'Université Laval. Par contre... On est contente d'avoir en ville. Oui, je suis très contente d'être là aussi. Par contre, j'ai un par contre, je suis contente d'être ici, mais c'est extrêmement difficile quand on est étudiant, quand on est à la recherche d'un emploi et qu'on est comme de changer de ville, de trouver un logement qui est abordable, qui est à proximité de l'université. Là, je sais que la FECUM a des positions par rapport à ça. Je me demandais, vous, c'était quoi vos projets? OK, il y a 2 idées que je voulais vous parler. Je vais répondre à ta question, je passe à l'autre idée après. Nous, on est arrivé avec, justement, on veut s'assurer dans les nouveaux quartiers que je parlais, qu'il y ait des logements pour étudiants. On s'est inspiré aussi, encore une fois, de d'autres villes dans le monde, que ce soit Oxford ou Cambridge, proche de Boston. Et puis, les logements pour étudiants ne sont pas toujours à côté des campus. Ils peuvent se retrouver ailleurs, en autant qu'on offre du transport collectif qui a du bon sens. Et c'est pour ça que notre SRB, tu vois, c'est comme toutes les... Fait que c'est ça. Puis aussi, on s'est assuré, nous, on veut faire un pacte avec nos entrepreneurs. En échange du fait que nos processus d'appel d'offres, nos processus, comment je peux dire, nos critères, nos processus et les délais pour investir à Montréal soient clairs, on s'assure justement qu'eux s'engagent à la politique d'inclusion de logements abordables et, dans le fond, et sociaux. Donc, et ça va être obligatoire pour tous les arrondissements, les 19 arrondissements de Montréal. Mais l'autre chose, je voulais te parler, parce que justement, on vise des personnes comme toi, pour pas que tu t'en retournes à Québec, voir Régis, hein, on veut s'assurer que tu restes en ville. On veut faire un bureau de promotion de Montréal dans les universités. Vous savez, Montréal est une ville universitaire. Il y a beaucoup de gens qui viennent étudier ici, puis après qui quittent Montréal. On veut s'assurer de garder vos talents. Et donc, on veut, Montréal est souvent l'endroit où le palier d'administration, de gouvernement le plus proche de vous. Donc, on veut s'assurer que vous restez en ville, puis avec un bureau de promotion, on va pouvoir s'assurer que vous gardez en ville. Bonjour. Oui. Ce matin, le candidat à la mairie, Richard Bergeron, qui d'ailleurs avait dit qu'il se voyait beaucoup en vous lors de sa première campagne, en fait, vous a dit qu'il trouvait vos rêves pour la jeunesse, pour Montréal, un peu trop modestes. Il trouvait que le SRB, c'était un peu trop peu pour quelqu'un qui se voit justement le porte-étendard de la jeunesse et qui n'est pas... il trouvait que vos rêves étaient donc trop petits. Puis, il vous a dit aussi que vous aviez brigué la mairie sur un coup de tête. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous répondez à ça et quels sont, mettons, quelle a été votre impulsion, pourquoi devenir mairesse et quel est le projet ou en tout cas quelle est la vision qui vous a motivé dans tout ça? 2 choses. Premièrement, au niveau du fait de penser petit, nous, on arrive avec 130 km de SRB. Lui arrive avec 10 km de tramway. Donc, Montréal, c'est pas juste le centre-ville, c'est 19 arrondissements. Puis Montréal, en fait, le problème de congestion automobile de Montréal est tellement important. On est une des villes où il y a le plus de congestion automobile en Amérique du Nord. On frôle les statistiques de Los Angeles. Puis on a une des pires qualités de l'air au pays. On ne peut pas arriver de dire, OK, on va faire un beau tramway, on est juste dans le centre-ville, on va être bien fiers de nous. Non, il faut arriver avec un projet structurant. On s'est inspiré de ce qui se faisait le mieux dans le monde, puis on répond aux besoins des Montréalais. Donc nous, là, on n'est pas juste visionnaire, mais en même temps, on est pragmatique. Notre système rapide par bus, en plus, il coûte 8 fois moins cher que le tramway de M. Bergeron, puis 40 fois moins cher que le métro. Donc, c'est pour ça que, justement, puis comme je disais tantôt, au niveau dans le fond, de la crise environnementale qui nous pointe au bout du nez, il faut agir. On n'a pas le temps d'attendre. Vous savez, comme moi, juste l'extension du métro, là, on calcule ça en décennies, les investissements en transport en commun. Donc, c'est pour ça que nous, on est arrivé avec justement une solution très pragmatique. Au niveau du fait de me lancer à la mairie, ça fait des années que j'y pense. Dans le fond, il y a 4 ans, je participais à Sortie 13, qui est un groupe de réflexion où j'avais écrit ma vision du pouvoir municipal, ma vision, dans le fond, de l'investissement requis dans nos villes, et puis l'importance que les villes ont présentement dans un contexte, justement, d'État-providence, etc., etc. Puis après, par la suite, j'ai créé un groupe de réflexion, et systématiquement, à chaque 2 semaines, on se rencontrait chez moi, on était 20, et on arrivait puis on identifiait tous les problèmes de Montréal et toutes les solutions. Donc, nos 10 actions qu'on est arrivé, qu'on a lancées cet été, ils étaient le fruit de toutes ces discussions-là et cette recherche-là. On a le meilleur programme.
Pourquoi on a le meilleur programme? Parce qu'à la différence des partis, normalement, qui sont mus par des groupes d'intérêt, qui passent leur agenda, nous, on arrive et on est des nouveaux en politique. Donc, on a fait un programme qui est basé sur les problèmes de Montréal et les meilleures solutions à travers le monde. Après qu'on ait fait ça, on est arrivé avec 10 actions, puis on est allé les valider auprès de 50 organismes à Montréal, puis on les a adaptés à la réalité. Et c'est pour ça qu'il est complètement holistique puis il se tient. C'est 10 actions super concrètes. Et puis moi, je m'assure, comme future mairesse, qu'à chaque mois, je vais faire le suivi sur ces 10 actions-là. Je vais passer, dans le fond, je vais faire une vidéo que je vais diffuser via les médias sociaux, via le web, pour faire le suivi justement sur ces 10 actions-là. Là, si justement les projets avancent bien, je vous dirai pourquoi ils avancent bien. Si ils n'avancent pas à mon goût, je vous dirai également pourquoi ils n'avancent pas à mon goût. Puis à chaque mois, je vais aller également dans le métro rencontrer les Montréalais pour discuter justement de ce qui se passe à la ville. Merci. Bonjour Madame Joly. Oui. En fait, au sujet de l'attribution des contrats, j'ai vu sur votre site web que vous, en fait, vous prévoyez de cesser la politique d'attribuer des contrats aux plus bas soumissionnaires. Oui, tout à fait. En fait, ma question, moi, là, c'est, bien évidemment, on s'est rendu compte que cette politique-là ne fonctionnait pas. À la lumière du jour, présentement, la commission Charbonneau, ça ne fonctionne pas du tout. Oui. En fait, moi, je me demande, quel système comptez-vous mettre en place pour s'assurer qu'on ait des infrastructures de qualité à Montréal au plus bas prix possible, tout en s'assurant d'éviter de revoir apparaître un système de collusion et de corruption comme on voit présentement? OK. 2 choses. C'est drôle parce que dans le journal de Montréal, on dit que j'étais très structurée quand je réponds. Fait qu'il y a un personnage gestuel. Donc, c'est ça. Excuse-moi, je m'emporte. Donc, première chose, en fait. Au niveau... OK. La seule façon d'enrayer la corruption, la seule façon, c'est de faire en sorte de changer le système. Parce que la corruption n'est pas juste basée sur les individus. Elle est basée sur un système existant. Et comment tu transformes tes mécanismes qui sont l'œuvre de cette corruption-là, c'est en assurant de la transparence. Et ça va être le défi des administrations publiques de notre siècle. Et nous, on s'est inspiré de ce que Michael Bloomberg a fait à New York. Bloomberg est arrivé et il s'est assuré justement que tout, dans le fond, les contrats, le nom des fournisseurs, les chèques émis par la ville, les appels d'offres, les séances du conseil exécutif d'arrondissement de la ville, tout soit rendu public. Donc, c'est vraiment par la diffusion d'informations qu'on va pouvoir s'assurer d'une plus grande transparence et moins de corruption, et en fait éradiquer la corruption. Et comment on transfère toute cette information-là? On va avoir une chef de l'information numérique, une personne qui va transmettre l'information via le web et les médias sociaux. Donc, pas juste une transmission de données ouvertes, mais également de données traitées. Je vous invite à cet égard-là d'aller voir nyc.gov. Vous allez voir comment justement ça a été organisé à New York. Et puis à suivre sur Twitter peut-être Rachel Oates, qui est la chef d'information numérique. C'est super intéressant. Maintenant, au niveau de la qualité des infrastructures, nous, on arrive avec une agence qui va s'appeler Infra Montréal. La mission même de cette agence-là, ça va être de s'assurer de la bonne planification, de la coordination puis de l'exécution des travaux. Et puis, ça va être soumise à la politique de transparence puis elle va être redevable au conseil de ville. En même temps, avec Infra Montréal, on va s'assurer de valider la qualité des infrastructures. Donc, on revoit la règle du plus bas soumissionnaire. On fait un appel d'offres avec, dans le fond, par pondération, par critère de pondération. Dans certains cas, on s'assure d'avoir des garanties de qualité qui soient faites pour nos infrastructures, comme c'est le cas en Allemagne, en France, puis dans d'autres villes aux États-Unis. Et puis, justement, le fait qu'on ait énormément de transparence et aussi le fait qu'on s'assure de la qualité, on va pouvoir payer au prix du marché de nos infrastructures. Un dernier fait qui est intéressant, peut-être que je vais vous perdre, mais Bloomberg est arrivé avec des Geek Squads. Okay? Nous, on l'a prévu dans notre cadre financier. C'est des gens spécialisés en TI qui sont capables de passer au travers des données des serveurs de la ville et valider certaines informations. Puis ça, c'est comme ça aussi qu'on va pouvoir payer à travers Montréal les prix du marché. Par exemple, moi, je travaillais au Point McGill College de président Kennedy. J'ai travaillé là pendant 5 ans. J'étais fascinée. À chaque année, la route était refaite. À chaque année, on pavait le président Kennedy. Moi, je me disais, écoute, ça n'a pas de bon sens. L'entrepreneur qui fait ça, il a de la maudite bonne job, là.
C'est parce que, donc, je me suis dit, parfait. La squad, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qui l'entrepreneur? C'est qui donne le contrat à la ville? C'est quoi son budget? Est-ce qu'il y a eu des extras? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il le fait? Puis après, quel autre contrat, dans le fond, cet entrepreneur-là a obtenu dans le fond, à la ville? Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il a obtenu, par exemple, un contrat en Anjou? Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Est-ce que c'était de la qualité ou non? Est-ce que c'était quoi son budget? Donc, il peut y avoir un croisement de données et présentement, c'est pas fait à la ville. Donc, c'est pour ça qu'on arrive avec ces initiatives-là. Merci. Je sais que je vous donne beaucoup de détails, mais je m'emporte un peu. Bonjour. Moi, je vous amène sur la question des Autochtones à Montréal. Il y a 16 000 Autochtones. Ouais. Je suis employée et étudiante à temps partiel et je suis aussi membre du réseau pour une stratégie de la communauté autochtone à Montréal. Et il y a 3 ans, j'étais au cœur d'une controverse de racisme envers les Inuits dans mon arrondissement Villeray-Saint-Michel par extension qui m'a beaucoup bouleversée. Et j'ai pu constater la méconnaissance des enjeux de la situation des Autochtones de nos élus municipaux, parce que les Autochtones, ce ne sont pas des immigrants. Je me demandais qu'est-ce que vous comptez faire à ce sujet? Est-ce que, par exemple, l'idée d'une formation obligatoire de tous les élus au niveau des... Puis il y en a beaucoup d'élus. De tous les élus au niveau des enjeux autochtones, ce ne serait pas un bon point de départ? C'est une bonne question. Nous, on a Andréane Parent et Marie-Josée Parent qui sont d'origine autochtone qui se présentent avec nous dans l'arrondissement de Verdun. Et puis, j'ai participé à beaucoup de discussions, autant sur la question des Autochtones, aussi au niveau de la question de l'itinérance. 2 choses, en fait. Puis, en plus, j'ai habité dans l'arrondissement de Ville-Marie, à côté du Square Cabot, et l'enjeu de la présence d'itinérance autochtone, en fait, je vivais au cœur même des enjeux qui étaient présents à ce moment-là. Bon, au niveau de la valorisation de la présence autochtone, nous, on a déjà dit qu'on est en faveur d'un projet présentement qui s'appelle Le Lieu, qui va être un projet où on va célébrer la présence autochtone à Montréal, et puis c'est dans le contexte du 375e. C'est un projet qui est développé depuis un certain nombre d'années, qui, dans le fond, nécessite l'apport dans le fonds de financement public. Et puis, parce qu'il n'y a pas d'endroit, c'est un peu spécial, mais il n'y a pas d'endroit pour célébrer la présence, dans le fond, autochtone à Montréal. Rappeler Hochelaga, qui était, dans le fond, la ville même là, de Montréal auparavant. Donc ça, c'est une première chose, et c'est important, justement, en ayant ce lieu-là, on va pouvoir faire la vulgarisation et l'éducation. Au niveau de l'itinérance, nous, j'ai rencontré le RAPSIN hier, qui est dans le fond le réseau au niveau de l'itinérance. Et puis, on veut travailler, quand je disais dans mon discours tantôt, je m'assurais de mettre l'accent sur l'entrepreneuriat social. C'est que je veux que la ville devienne un partenaire avec les gens qui ont l'expertise, plutôt que d'arriver et de dire voici le programme qu'on fait. Moi, j'aime mieux valoriser justement l'entrepreneuriat social, de nous associer au grassroots plutôt qu'à d'avoir une vision, désolé l'anglais, mais top-down. Donc, c'est ça. C'est sûr qu'il y a aussi, le gouvernement fédéral, il faut qu'il investisse au niveau, dans le fond, de la protection des Autochtones, parce que ça relève d'eux, mais aussi de la question de l'itinérance, parce que c'est eux, normalement, qui assurent vraiment un financement plus important que les autres paliers de gouvernement. Donc, c'est ça. Et finalement, nous, on est en accord avec le programme qui s'appelle Housing First en anglais, Logement d'abord, qui est là pour offrir du logement permanent aux itinérants particuliers, pas en particulier, mais notamment aux personnes autochtones. Merci. Je vais vous inviter à poser des questions brèves, peut-être à faire des réponses un peu plus brèves aussi. Le temps file. OK. Il y a beaucoup de oui ou non, je peux faire juste des oui ou non si tu veux. Bonjour, je vais être bref. J'ai une question au niveau des régimes de retraite. En fait, on sait que c'est un problème qui est de plus en plus grandissant pour toutes les municipalités. On connaît aussi les avenues qui sont explorées par Charles Régis, son deuxième carré Régis. Concrètement, si vous étiez mairesse de Montréal, ce seraient les avenues que vous voudriez explorer pour ce problème-là? Oui, tout à fait. Mais moi, j'ai siégé au Conseil au Conseil d'administration de la Régie des rentes du Québec, qui s'occupe des fonds de pension au Québec. Je connais bien la question. Puis le rapport d'Amour est présentement dans le fond, sur le bureau d'Agnès Maltais, la ministre responsable à Québec. 2 choses que la Ville de Montréal doit faire, c'est de s'assurer qu'il y a une parité entre les contributions de la Ville et des employés, un 50-50, pour s'assurer justement de la pérennité des régimes de retraite. Puis moi, je suis d'accord avec Régis là-dessus, en fait, M. Labonde, qu'on ait le droit de lockout.
Parce que la Ville n'a pas de pouvoir de négociation. Les syndiqués ont le droit à leur droit de grève en vertu de la convention collective, en vertu des lois sur le travail, mais les villes n'ont pas ce droit de négociation-là. Le Québec ne leur a jamais transféré, donc ça serait une bonne façon justement de s'assurer d'avoir des négociations collectives un petit peu plus à armes égales. Mais ceci dit, nous, c'est notre vision, puis c'est sûr que la décision, elle va venir ultimement de Québec. Comment on va s'assurer de renflouer dans le fond, les coffres des fonds de pension. Merci. J'étais-tu plus brève, là? C'était super. Oui, bonjour. Moi, dans le fond, je m'interrogeais surtout sur les infrastructures. Vous avez parlé Infra Montréal, oui. Voilà. Ouais. Dans le fond, ma question, ça porte plus sur deux choses. D'abord, j'aimerais savoir votre ordre de priorité sur les infrastructures à Montréal. Dans le fond, laquelle infrastructure serait la première, dans le fond, la plus urgente à réparer? Dans le fond, vous, entre un pont qui s'écroule, un échangeur qui s'écroule, une rue qui s'écroule, un tunnel qui s'écroule, c'est quoi votre priorité? Puis ma deuxième question, c'est où est-ce que vous pensez aller chercher le financement pour pouvoir arriver à régler ce problème-là? OK. Bien, en fait, je ne suis pas capable de dire qu'est-ce qui s'écoule, qu'est-ce que je choisis. Mais une chose est sûre, c'est justement, dans les 100 premiers jours, je vais nommer mon directeur général d'Infra Montréal. Parce que présentement, le problème il y a un sous-investissement chronique à Montréal au niveau des infrastructures. Pourquoi? Parce que la main gauche, elle ne sait pas qu'est-ce que la main droite fait. Et puis, étant donné qu'il y a un problème, il n'y a pas de problème d'identification de qu'est-ce qui doit être fait. Il y a un problème de planification et de coordination. Et c'est pour ça, justement, qu'on est arrivé avec l'idée d'Infra Montréal. Donc, c'est ça. Et l'argent, je parlais de la question de la TVQ, 0,5 et de l'identification du territoire. C'est là que je vais chercher mon argent. Merci. Bonjour. Vous avez fait mention tantôt brièvement du fait que Montréal n'est pas une ville comme les autres et ne devrait pas être tenue au même cadre que, disons, Rouyn-Noranda. Mais en général, ici, Montréal est particulière par sa structure de gouvernance particulièrement déstructurée. Des fusions, et je voulais savoir quelles idées vous aviez pour potentiellement faire du ménage là-dedans, puisque Québec semble ouvert à faire les modifications qui viendraient de Montréal. Moi, je ne veux pas toucher à la structure politique de Montréal, parce que, étant donné justement qu'il y a eu des fusions, des défusions, puis il y a beaucoup de problèmes administratifs et de manque d'efficacité à la ville, je veux qu'on s'assure d'une stabilité politique. Et si on recommence à changer la structure politique de Montréal, on ne pourra pas développer nos grands projets comme le SRB. Donc, puis il y a aussi, souvent on dit qu'il y a trop d'élus à Montréal. Il y a 65 conseillers de ville, ce qui s'apparente quand même à ce que Toronto a. Puis à chaque conseiller de ville à Toronto, il y a 5 personnes qui sont du staff politique. Okay? À Montréal, ce n'est pas le cas. Souvent, dans le fond, les conseillers de ville vont avoir des conseillers d'arrondissement. Puis les conseillers d'arrondissement, eux, ils sont redevables devant la population, puis ils sont moins payés que des personnes qui travaillent au sein de l'administration municipale. C'est pour ça que moi, et puis aussi, Toronto, c'est le fruit de la fusion de 6 municipalités. Nous, on est le fruit, dans le fond, de 6 municipalités, auxquelles 13 municipalités se sont fusionnées. Fait que c'est normal qu'il y ait une forme d'histoire à respecter. Donc, c'est ça. Mais ma grande bataille, ça va être vraiment la question de transparence. Et c'est tellement important comme changement de fonctionnement et de vision que aussi je veux m'attarder à vraiment amener à changer le système et m'assurer justement qu'il y ait des mécanismes d'imputabilité et de transmission de l'information. En ayant ça, bien justement, peut-être qu'il va y avoir moins de frustration par rapport à Montréal, puis qu'on va on va arrêter de dire que c'est de la faute juste de la gouvernance de Montréal. Merci. On prend les 2 dernières questions. Bonjour. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'allongement de la ligne bleue, puis aussi sur le SRB. Là. Ouais. C'est intéressant, je pense qu'on peut considérer que ça va drainer les gens qui habitent plus excentriques. Par contre, on peut s'imaginer que ces gens-là vont arriver vers le métro. Je ne sais pas si vous avez pris le métro à l'heure de pointe récemment. C'est assez saturé. Donc, c'est intéressant le SRB, mais qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça, considérant que le projet de SRB risque d'augmenter considérablement le nombre d'usagers, particulièrement à l'heure de pointe? Oui, je sais que la ligne orange est déjà
dans le fond, à capacité. On est allé faire, dans le fond, Mathieu Bélanger, qui est le responsable, dans le fond, de la question de transport collectif, et moi, la visite du métro la nuit. On a rencontré tous les gens de la STM. Aussi, les nouvelles voitures Azur arrivent et les premières voitures arrivent normalement au printemps prochain. Ça va pouvoir faire en sorte justement qu'on augmente la capacité. Et puis, ben, c'est sûr que le 300 millions qu'on va chercher de plus, ça va être une façon aussi d'investir en transport en commun. C'est sûr que Québec doit nous envoyer plus d'argent en matière de transport en commun, puis que, dans le fond, on cesse d'investir juste dans l'infrastructure routière. Le transport en commun est fondamental. Comme je vous disais tantôt, c'est une question même de, comment je pourrais dire, de survie écologique. Donc, c'est pour ça que ce qui arrive, pourquoi la ligne orange est à saturation, c'est parce que aussi, bon, on a des vieilles voitures qui datent quand même de la fondation même du métro. Ce problème-là va être réglé en partie à partir du printemps, mais aussi, c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent pour avoir autant de voitures souvent. C'est bon? Merci. Bonjour. Une petite question sur l'environnement. Oui. Vous avez livré, on a dit que c'était une solide performance au débat du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Donc merci. Vous avez été bien vérifié. Ben, je veux dire, Projet Montréal et vous aviez dominé le débat, mais on s'en attendait face à Marcel Côté et Denis Coderre. Cependant, on a beaucoup reproché à Denis Coderre d'avoir choisi comme numéro 2 à un certain moment Pierre Desrochers, qui est un ancien dirigeant de SO. Comme quoi, bon, finalement, ça n'augurait pas bien pour. C'était SO, mais ça n'augurait pas bien pour l'environnement avec le parti Denis Coderre. Par contre, on n'a rien dit à l'effet que vous avez choisi comme policière Michael Johnson, qui était lobbyiste pour le gaz de schiste, qui a actuellement encore des mandats enregistrés de lobby pour les minières et les cigarettiers. Comment est-ce que vous conciliez tout ça dans une vision là, où on est sincèrement convaincu de valeurs environnementales? Bien, deux choses. Moi, dans le fond, pour moi, c'est fondamental la question écologique. Et puis, la réalité c'est qu'il y a encore une industrie pétrolière importante. Puis on est encore tous et chacun d'entre nous dépendants du pétrole. Okay? C'est pas comme si on a été capable de s'en sortir. Et puis, écoutez, regardez autour de vous, regardez les chaises sur lesquelles vous êtes assises. Ben, c'est directement lié à la réalité pétrolière. Donc, moi, personnellement, mais là, je ne suis pas en politique provinciale et fédérale et j'ai vraiment pas envie d'y aller, mais moi, je suis en faveur de l'internalisation des coûts du carbone, personnellement. Là. Et ça va être important que ça soit le cas. Mais qu'est-ce que je peux faire au niveau municipal? Pourquoi je m'implique au niveau municipal? C'est justement au niveau municipal que tu peux arriver avec des solutions hyper concrètes pour régler les questions environnementales. Et c'est pour ça, justement, notre réseau d'SRB. Puis c'est pour ça, justement, qu'on a une plateforme environnementale, en fait, de transport en commun tellement développée. Et puis, comment je pourrais dire, Mark-Claude Johnson prend les mandats qu'elle prend, elle les prend, comment je pourrais dire, en toute légitimité, et elle représente des intérêts, mais une chose est sûre, il n'y a pas de représentation de ces intérêts-là présentement dans le contexte de notre campagne électorale, absolument pas. Merci. Donc, merci beaucoup pour les questions, c'était super pertinent. On va remercier d'abord Mme Mélanie Joly pour sa belle performance. Merci beaucoup de vous être déplacés. Je remercie aussi à vous d'être venus en grand nombre aujourd'hui, c'est super apprécié. Je pense que ça a été un exercice super pertinent, ces rencontres-là. On a du beau footage aussi, de beaux engagements de nos candidats à la mairie, ce qui est une très bonne chose pour nous à avoir. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à aller voter le 3 novembre, à vous impliquer au sein de la politique municipale. Puis nous, au niveau de la FECUM, on risque d'être de plus en plus impliqués dans les semaines à venir, plus la campagne avance. Donc, informez-vous auprès de votre association étudiante pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour représenter les intérêts des étudiants. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Merci tout le monde.